consacrée à la plaie infectée. L'on peut définir la plaie infectée comme une invasion tissulaire avec multiplication de micro-organismes, nous verrons qu'il y a un seuil, lesquels vont entraîner des dégâts tissulaires, avec ou sans réponse inflammatoire de l'organisme. Ces micro-organismes peuvent être des bactéries cas le plus fréquent, des levures ou des virus. Sur le plan physiopathologique, on pourrait simplifier l'infection de la plaie par cette équation. Le nombre de micro-organismes, en règle plus de 100 000 micro-organismes par gramme de tissu ou millilitre d'exsudat, multiplié par leur virulence, le tout divisé par les capacités de défense de l'hôte. Le nombre de micro-organismes ne fait pas tout, il faut tenir compte de leur virulence, c'est-à-dire de leur pouvoir pathogène à provoquer une infection, plus ou moins grave. Cette virulence va dépendre de caractéristiques structurelles comme la présence de capsules, de pili, de composants polysaccharidiques, mais également de capacité à produire des enzymes comme le streptocoque ou le Clostridium tetani, qui fait le tétanos mortel, vous le savez. Certains germes ont enfin la capacité à s'organiser, comme en biofilm pour les pyocyaniques, qui vont limiter la capacité d'action d'un certain nombre d'antibiotiques. Les facteurs de réponse de l'hôte vont déterminer les capacités de répondre à l'infection et vont dépendre de facteurs locaux comme l'oxygénation tissulaire, la présence de matériel, de nécrose, mais également de facteurs généraux comme l'âge et notamment la comorbidité. Ces cofacteurs seront étudiés dans le module dédié. Au final, la présence de micro-organismes dans une plaie pourrait avoir trois conséquences: la contamination, la colonisation ou l'infection de la plaie. Revenons sur chacun de ces termes. La contamination s'exprime par une présence transitoire de micro-organismes dans une plaie à la suite du traumatisme initial et qui ne perturbe pas encore la cicatrisation de la plaie. À cette phase, il suffit juste de parer pour éviter l'infection de la plaie. La colonisation est définie par une prolifération, une division d'espèces microbiennes qui ne laissent pas l'hôte et qui ne provoquent pas, au final, d'infection de la plaie. C'est le cas souvent de plaies chroniques contaminées par des gènes multirésistants. Entre la colonisation et l'infection, on peut déterminer la colonisation critique, qui va se matérialiser par un retard de cicatrisation, une inflammation chronique et une persistance du germe dans la plaie. Comment reconnaître une plaie infectée? Vous avez vu dans le module historique les 4 critères définis par Celsus, encore valables aujourd'hui: érythème, œdème, chaleur et douleur, plus écoulement purulent. Ces critères peuvent être altérés, diminués dans le cadre d'infections de plaies chroniques et se matérialiser uniquement par un bourgeon plus sombre. Et au final, la Société européenne de traitement des plaies a pu définir 4 critères communs à tout type de plaie infectée: la présence d'une cellulite, d'une odeur nauséabonde, d'une douleur et d'un retard de cicatrisation ou une dégradation de la plaie. Une fois identifiée cette plaie infectée, quels sont les principes de prise en charge? Il y en a 3. D'abord, prendre en charge le contexte, les cofacteurs, la comorbidité, gérer et éliminer les tissus nécrotiques, c'est ce qu'on appelle le parage, et avoir quelques notions de reconstruction afin, d'une part, de pouvoir mieux parer, plus efficacement et plus radicalement. Schématiquement, prendre en charge une infection, c'est diminuer le nombre de bactéries au sein de la plaie, diminuer leur virulence, leur organisation spécifique, augmenter les capacités de défense de l'hôte. Vous pourriez croire au caractère miraculeux d'un antibiotique, d'un antiseptique. Eh bien, détrompez-vous. Ceux-ci peuvent mal diffuser, être inactivés, sélectionner des résistants et avoir un effet pathogène. Au final, pour nettoyer une plaie, il n'y a besoin que d'eau du robinet ou du sérum physiologique et un peu de savon. Et il existe un consensus fort pour limiter l'utilisation d'antiseptiques. Le parage est probablement le plus efficace des remèdes face à une plaie infectée. Que ce soit au cabinet ou au bloc opératoire, le parage permet d'agir à lui seul sur les 3 paramètres d'une infection de la plaie: en diminuant le nombre de bactéries dans la plaie, en éliminant les zones nécrotiques, en diminuant leur organisation, leur virulence, et en augmentant les capacités de défense de l'hôte. Le parage, à l'aide d'une curette, d'un bistouri, va permettre d'éliminer les tissus nécrotiques et va faire place nette pour permettre à la peau saine, périlésionnelle, de poursuivre le processus de cicatrisation. En cas de nécessité, il peut être utile de connaître les modalités de reconstruction des pertes de substance, que ce soit par un lambeau, une structure tissulaire vascularisée par un pédicule définitif ou temporaire, qui s'adresse notamment à des pertes de substances complexes exposant des tissus nobles, osseux, ostéo-articulaires, vasculo-nerveux ou tendineux, ou bien une reconstruction par une simple greffe de peau qui va dépendre entièrement du site receveur, souvent un bourgeon, non infecté de préférence,
Cette technique qui s'adresse donc à des pertes de substances bloquées en phase de bourgeonnement et pour aider et finaliser l'épidermisation définitive de la plaie. Pour conclure, rappelez-vous cette équation qui résume les critères définissant une infection de la plaie. Rappelez-vous les signes cliniques permettant de reconnaître cette plaie. Et soyez convaincus que le parage est le plus efficace des remèdes pour traiter une plaie infectée. Le parage est nécessaire, souvent suffisant, et ne crée jamais de résistance.